Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver après cette petite éclipse de quelques semaines. J'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons vous inviter à cultiver vos légumes. Avec le confinement, vous êtes nombreux à vous être découvert une main verte et des vocations sont nées. Alors si vous voulez, avec nos invités aujourd'hui, on va vous expliquer le b.a.-ba du mini jardin potager, du potager de balcon. Pas besoin d'un grand espace, une jardinière et un tout petit endroit peuvent suffire. Vous allez vous en rendre compte dans cette émission. Et tout de suite, on va commencer avec un premier exercice pratique avec vous, Alix. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes formateur à la SBL Tournesol. On a été dans la ferme de votre association à Uccle, c'est dans le quartier Fonroy, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Voilà. Et là, vous nous avez donné un petit cours de jardinage. Regardez-le. Ici, on a une jardinière typique des balcons dans lesquels on met d'habitude des fleurs. On vous propose à la place de mettre des légumes dedans pour avoir une petite production chez vous. Alors pour ça, on va bien la remplir de terre, qu'il y en ait jusqu'à la surface de la jardinière. Et ensuite, on va pouvoir planter. Alors on va commencer par un petit piment qu'on va mettre à une extrémité. On choisit toujours des plantes qui ne prennent pas trop d'espace, évidemment. Pas des plantes trop grandes parce que l'espace de terre est réduit. Et donc il faut que ce soit adapté. On va choisir des plantes qui vont bien ensemble. Donc ici, au pied du piment, je vais mettre un petit basilic. De l'autre côté, quelques persils. Donc des plantes qui vont faire des petites touffes, mais qui ne grandissent pas trop. Et alors au centre, on va terminer par un petit semis de laitue à couper qui vous donneront des belles petites feuilles de laitue à récolter au fur et à mesure de vos envies. Donc on les sème comme ça, un petit peu à la volée. Très légèrement, il ne faut pas faire un semis trop dense. Et ensuite, on va simplement les enterrer légèrement, de quelques millimètres, et toujours veiller à un bon arrosage, car comme il y a peu de terre, ça sèche plus vite, évidemment. Et voilà donc, emballer c'est peser. Alors Alix, dites-moi, là c'est un tournage qu'on a fait la semaine passée. Pour voir ces salades et pouvoir les déguster, il faudra attendre combien de temps selon vous? Oui, il faudra être un petit peu patient, le temps qu'elles poussent et qu'elles germent et qu'elles développent leurs feuilles. Mais d'ici quelques semaines, il y aurait les premières salades, les premières feuilles récoltées. Ouais, et donc ça donne un peu ça, hein. Danielle Blanc, bonsoir. Vous êtes coordinatrice des activités grand public à la SBL Tournesol. C'est ce que ça va donner, hein, donc cette jardinière avec cette salade. Voilà, donc ici c'est une jardinière qui a été semée juste avant le confinement, je dirais. Et elle a déjà été récoltée en partie pendant le confinement. Et donc on voit qu'elle donne toujours de la verdure. Elle pourra être récoltée à plusieurs reprises. Et donc la salade à couper, ça veut dire simplement on la coupe et elle repousse, quoi. Voilà, c'est pas une salade qui va faire une grosse pomme, c'est pour ça qu'on en sème plus d'ailleurs, et on récolte les feuilles au fur et à mesure, et puis elle en refait de nouvelles plusieurs fois de suite, et puis à un moment donné, elle va décider de terminer son cycle et de faire des fleurs et des graines. Alors bonsoir Étienne Duquesne, vous êtes coordinateur des métiers verts à la ferme Nopilif, et vous aussi vous êtes venu avec une petite jardinière. C'est bien pour montrer qu'on peut mettre beaucoup de choses différentes, hein. Oui, sans se concerter, on est parti sur la même idée que petit contenant, rien ne sert de vouloir faire des légumes genre des belles laitues paumées, etc. On doit plutôt travailler dans l'idée qu'on repique toute une série de petites choses et on cueille les feuilles au fur et à mesure. Et la plante continue à pousser et va nous offrir une récolte pendant plusieurs semaines, voire quelques mois. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans cette jardinière? Dites-nous un peu. Alors là, on a mélangé toute une série de choses dont les feuilles se consomment. On a des petites betteraves ici dont les feuilles se consomment. Et puis si elles arrivent quand même à grossir un peu, on pourra aussi manger la racine. On a du basilic pourpre, de la mizuna, de la gastache pour les tisanes, une petite fraise Marat des Bois, pour récolter, quelques fraises, hein, bien sûr. De l'échalote aussi, qui peut se cueillir comme de la ciboulette, hein, le feuillage au fur et à mesure où ça pousse. Une petite salade feuilles de chêne pourpre, là je crois, voilà, qui vont être récoltées au fur et à mesure de leur développement. Alors Alix, est-ce qu'on peut tout planter dans des jardinières comme celle-là ou pas? Alors non, comme je disais dans la vidéo, il va falloir éviter de mettre des plantes qu'on va appeler trop gourmandes, qui vont prendre trop d'ampleur. Alors un bon exemple, c'est la courgette qui a besoin de beaucoup d'espace quand même pour pouvoir se développer et faire ses fruits. Donc il va vraiment falloir se limiter à des choses plus petites ou plutôt une production de feuilles ou des légumes qui vont garder une petite taille.
Alors là, on est début juin. Est-ce que vous pensez qu'il est trop tard ou pas pour commencer à semer, ou il est juste temps, où il faut vraiment pas trop tarder? Alors ça dépend des légumes, donc des salades, on peut en semer vraiment jusqu'en automne, donc il y a moyen de faire pendant pas mal de temps. Bien sûr, des plantes qui ont un cycle plus long ne pourront plus former une racine ou un fruit si on les sème trop tard, donc là ça deviendra peut-être plus limite vers le mois de mai-juin. Mhm. Et comment choisit-on ce qui est compatible en fait? Parce que là vous avez mis 6 ou 7 plantes différents. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont inconciliables dans une jardinière? Bah oui, disons qu'il y a quelques légumes qu'on essaie de ne pas trop planter avec d'autres en jardinière. Je pense par exemple aux fenouils qui se marient mal avec d'autres légumes. Donc en allant acheter ces semences ou ces petites plantes à repiquer, puisqu'on est déjà un peu tard dans la saison, il vaut mieux essayer de les trouver en petites mottes par exemple. Ou en petits Là pots. maintenant on sème plus des graines selon vous. Si, on c'est peut un peu semer tard. certaines graines, bien sûr, mais bon, il y a toute une série de plantes qu'il vaut mieux repiquer directement en les trouvant en mini-motte pour avoir une récolte rapide et pour pas devoir peut-être attendre la fin de l'été pour pouvoir récolter. Et donc voilà, il y a aussi des plantes qui s'associent bien. Il y a des associations comme, je sais pas moi, carottes, poireaux, ça, qui sont des associations qui fonctionnent bien, qui sont intéressantes aussi parce que les petites mouches qui viennent pondre sur la carotte sont leurrées par le poireau et vice-versa, donc elles se Mais protègent un l'une poireau l'autre. dans une jardinière, j'ai du mal à y croire. Non. Ouais. Voilà. Sauf si on veut éventuellement des petites pousses de poireaux qu'on veut de nouveau couper de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est pas la plante par excellence pour une jardinière. Et donc voilà, il y a toute une série de plantes qui peuvent s'associer, mais comme on va les récolter au fur et à mesure et qu'on va pas en faire une culture intensive, la grande majorité des plantes, sauf les plantes gourmandes comme les tomates ou les courges, les potirons, etc., peuvent se retrouver dans une jardinière. Il faut évidemment faire attention que certaines plantes vont être plus envahissantes que d'autres, et donc il va falloir effectivement respecter aussi la croissance de chacune de ces plantes et de ne pas planter à côté d'une plante qui va faire des grandes feuilles très larges, une plante qui a une croissance très faible. Alors bon, c'est vrai que dans les jardineries, on voit ces tendances pour l'instant, ces jardins de balcon, etc. Donc il y a toute une série d'accessoires et c'est vrai que ça peut vite coûter très cher. Ce que vous nous dites aujourd'hui, Alix, c'est qu'il faut presque rien en fait. On n'est pas obligé de dépenser des centaines d'euros pour se lancer dans le jardinage. Non, finalement pas. On a, avec juste quelques petits outils, on va déjà pouvoir faire la plupart des travaux qu'on a effectués. Donc une petite pelle pour le terreau et autres, et simplement une petite griffe comme ça pour un peu travailler la terre avant de faire un semis par exemple, ou pouvoir un petit peu enlever ce qu'on va appeler les mauvaises herbes, les plantes adventices, ou creuser un petit peu la terre pour planter une petite motte. Donc avec déjà 2 petits outils comme ça, on est déjà bien parti pour pouvoir se lancer. Et c'est des outils qui ne coûtent vraiment pas très cher et qui vont durer plusieurs années. Et là, vous avez une espèce de petite jarre, là, si vous pouvez la prendre et la montrer. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors ça va s'appeler un Noya. Et donc c'est tout à fait de saison, puisque c'est quelque chose qui va nous permettre de maintenir l'humidité du sol. Et on en a grandement besoin pour le moment. Et donc c'est de la terre qui n'est pas émaillée, qui est juste cuite. Et on va l'enterrer dans son pot, sa jardinière, et la remplir d'eau. Et en fait, l'eau, petit à petit, va passer à travers la terre et va humidifier la terre. Et donc, ça permet de garder une certaine humidité dans le sol pendant, ici, c'est un petit contenant, donc pendant quelques jours peut-être, et donc de limiter l'arrosage et de garder un sol humide qui conviendra mieux aux plantes. Ouais. Alors, on imagine que, Étienne, en termes d'exposition, il faut du soleil, ou alors, si on a un balcon à l'ombre, on peut essayer de se débrouiller aussi. Oui, évidemment, si on n'a pas du tout de soleil, ça va être beaucoup plus compliqué pour la plupart de ces plantes comestibles. Maintenant, il y a des plantes comme la menthe, le persil ou même les fraises qui peuvent se développer, mais on n'aura pas le goût, on n'aura pas la production et la qualité qu'on aurait au soleil. Donc, il faut essayer d'observer son balcon, si on n'a que juste un balcon, et voir quelle est la zone du balcon qui est la plus ensoleillée, et essayer de privilégier cette zone-là pour cultiver quelques légumes ou petits fruits. Ouais. Et il y a moyen, même si on a un balcon au nord, qu'il y ait quelque chose qui pousse, quoi. Oui, alors on aura peut-être plus facile avec un petit framboisier ou quelques légumes à grandes feuilles qui pourront tolérer le manque de soleil. Mais c'est clairement une situation qui est plus compliquée. Oui.
Alors on va voir une deuxième petite séquence avec vous, Daniel. Maintenant, c'est vrai que je disais, on peut dépenser des centaines d'euros pour s'équiper si on veut, mais on peut faire aussi avec les moyens du bord, et c'est ce que vous faites là-bas à la ferme en termes de contenants. On va voir tout de suite les différents contenants qui peuvent être adaptés à un balcon suivant sa grandeur, et on va retrouver, pour commencer, notre bac de salade à couper. Voici par exemple une petite jardinière qu'on peut facilement installer sur son balcon ou sa terrasse et dans laquelle on peut semer quelques salades à couper qui donneront de quoi consommer de la verdure fraîche pendant quelques semaines. Pour des plantes un peu plus gourmandes, on passera à un pot de quand même un diamètre suffisant qu'ici on a fait plonger dans une réserve d'eau afin de ne pas devoir arroser tous les jours. Alors ici, c'est un petit plant d'aubergine associé avec un persil et qui donnera des petits fruits. Vu que c'est un petit pot, on espère avoir plusieurs petits fruits de cette façon-là. Dans un bac plus grand, basé sur le même principe avec réserve d'eau, comme on a plus de terre, on peut passer à des variétés avec des fruits plus gros. Et donc ici, c'est de nouveau une aubergine, mais avec des fruits plus imposants, et on a associé cette fois avec du basilic. Alors quand on a encore un peu plus d'espace et si on a envie de travailler en hauteur, on peut construire assez facilement avec des planches de récupération un bac de culture à la hauteur qu'on désire, et en mettant de la terre une profondeur suffisante, on peut mettre différents plants. Il faudra évidemment amender la terre chaque année parce que la réserve n'est pas énorme. Mais donc ici, on a planté des petits choux raves, donc ça va former des petites boules qui prennent pas trop de place par rapport à d'autres choux. On a mis une salade, une courge qui va pouvoir déborder du bac et s'étendre en dehors. C'est de nouveau une petite variété parce que sinon le potiron prendrait toute la nourriture du bac, et un petit piment. Voilà, donc petit, c'est des légumes nains en fait qu'on doit planter. Le choix des variétés est important, et donc aller dans une jardinerie qui s'y connaît un petit peu est intéressant parce qu'il y a des variétés qui sont plus adaptées à des jardinières. Même dans les tomates, il y a des variétés qui font des petits fruits qui restent petites et donc qui seront tout à fait adaptées à une culture sur balcon. La même chose pour les aubergines, pour les piments, etc. Donc le choix de ce qu'on cultive est important. Et donc vous parliez aussi de profondeur du pot, suivant ce qu'on plante, il faut plus ou moins de profondeur. C'est quoi le minimum finalement? Alors ça dépend de nouveau de ce qu'on fait. Donc pour des salades, une petite jardinière comme ceci ou comme celle qu'on a sur le plateau conviennent très bien. Maintenant, si on voulait faire des carottes qui sont des légumes racines, ça deviendrait déjà plus vite plus compliqué puisque la racine doit vraiment descendre en profondeur. Donc voilà, il faudra de nouveau jouer entre des variétés. Il y a des petites carottes grelots qui sont rondes et qui ressemblent à des radis. Donc il y a toujours moyen de chercher, de trouver, mais on ne fera pas des grands panais ou des poireaux peut-être dans une petite jardinière de 10 cm de profondeur. Oui, parce que j'ai vu là la plus grande jardinière, effectivement là il faut déjà un peu plus d'espace, et puis il faut faire attention au poids. Moi j'ai lu sur certains sites qu'il fallait faire attention parce que quand le sol est gorgé d'eau, ça pèse beaucoup plus, et donc il faut voir si le balcon résiste. Voilà, donc mettre un bac d'1 mètre de profondeur sur son balcon sans se poser la question de la résistance, 1 mètre cube de terre, quand il est gorgé d'eau, il y a 1 mètre cube d'eau dedans, ça fait déjà 1 tonne, et puis si on ajoute le poids de la terre, le poids de la personne, etc., on est vite à des poids fort importants. Ouais, donc il faut faire attention par rapport à ça. Alors est-ce que on va pouvoir faire plusieurs récoltes avec simplement ce petit bac là, parce qu'on peut faire une rotation dans les légumes qu'on plante au fil du temps, ou alors on essaye d'avoir une jardinière et on garde les mêmes légumes toute la saison? Ces légumes-là vont produire pendant la première partie de l'été, mais c'est sûr qu'en fin d'été, ils seront épuisés, il faudra passer à autre chose. Donc en septembre, il est encore possible soit de repiquer, soit de semer certains légumes. Et puis l'année prochaine, il faudra recommencer, y compris en changeant le terreau, le substrat. Parce que contrairement à ce que l'on croit, c'est pas comme dans un jardin, dans un petit bac comme ça, en quelques semaines, les légumes que l'on cultive vont épuiser tout ce qu'il y a de nutritif dans le terreau. Et donc il va falloir recommencer l'année prochaine avec un nouveau terreau. Donc pour une saison, ça suffit, mais après, il faut enrichir à nouveau ce terreau. En tout cas, si on travaille avec un terreau du commerce, qui est en fait de la tourbe,
et un peu d'engrais et de correcteur d'acidité. Si on travaille avec du compost, mélanger éventuellement une bonne terre de jardin, on peut imaginer, et un paillage, comme c'est le cas ici, vous voyez, en surface, on ne voit pas le terreau, il y a une espèce de paillage de paille broyée qui va, si on en remet régulièrement, qui va régénérer la vie et les nutriments du sol, mais ça doit se faire sur le long terme. Mais, donc si on travaille avec un terreau du commerce, malheureusement, on ne peut pas espérer pouvoir le tenir plusieurs années. Et par rapport à ça, Alix, est-ce que vous conseillez finalement de se contenter du terreau ou alors essayer toujours de trouver, je vais dire la vraie terre, je ne sais pas si le terme est adéquat, mais en tout cas mettre une base de terre de jardin? Ce sera toujours mieux donc de trouver de la terre de jardin, de pouvoir mélanger avec du compost, donc il y aura une plus grande durabilité. On va éviter d'utiliser de la tourbe aussi, parce que les tourbières, c'est comme un milieu riche pour la faune et la flore, qu'on détruit pour fabriquer du terreau de grands magasins. Donc toujours aller vers du compost et de la terre de jardin sera plus profitable, tant pour la croissance des plantes que pour la biodiversité. Alors avec ce type de jardinière et ceux qu'on a vus dans la petite séquence, est-ce qu'on est totalement libéré des insectes ou des limaces ou c'est une chose à laquelle il faut continuer à faire attention? Alors, je dirais qu'il faut continuer à faire attention. Déjà, un insecte, ça vole, donc il ne va pas s'arrêter à un pot ou à une jardinière et ne pas regarder le suivant. Les limaces, on peut essayer d'imaginer des barrières, donc il y a plusieurs solutions, mais on n'est pas à l'abri. Même sur un balcon, un escargot monte le long d'une façade, il peut arriver sur un balcon. C'est clair qu'on sera quand même moins infesté, je dirais, qu'en pleine terre, près d'une zone humide, pour ce qui est des limaces et des escargots. Ouais. Donc il ne faut pas mettre de produits chimiques là-dedans. Non, surtout pas, ça n'a aucun sens, puisqu'on va les manger après. Ouais. Je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de travailler le préventif, c'est-à-dire qu'il faut savoir que les plantes sont souvent infestées par des insectes, par exemple, quand elles sont en stress, quand elles n'ont pas les conditions qu'il leur faudrait. Et donc, il faut vraiment être très vigilant sur l'arrosage, sur la qualité de la terre, du compost ou du terreau, sur l'exposition. Hein. Et si on arrive à réunir tous ces facteurs qui sont très importants, la plante sera en bonne santé et elle va probablement pouvoir résister, en tout cas mieux résister. Et est-ce qu'on a plus de chances de réussir un potager de balcon comme ça qu'un potager, un vrai jardin, si je puis dire, ou est-ce que c'est inratable en fait, un jardin, un petit jardin comme celui-là, un mini potager? Alors inratable, on peut toujours avoir des surprises, mais disons que comme l'espace est petit, on va pouvoir s'en occuper plus régulièrement, faire un meilleur suivi. Et donc c'est parfois plus facile de démarrer comme ça sur une petite surface, que ce soit quelques jardinières ou 1 mètre carré dans son jardin, que directement se lancer dans des grandes surfaces où le suivi va être beaucoup plus important. Et donc on sera moins là pour s'en occuper. Une petite jardinière, on va vraiment faire un suivi très intense, quotidien, et donc souvent on va pouvoir veiller mieux à l'arrosage et aux problèmes. Oui, parce qu'il faut continuer à s'en occuper, évidemment. Même si on a la réserve d'eau, là, il faut quand même être là pour vérifier ça, quoi. La réserve n'est pas infinie, donc il faut la recompléter au fil du temps, mais évidemment moins souvent qu'une petite jardinière comme ici, qu'il faut quasi arroser tous les jours. Par le temps qu'il fait maintenant. Les feuilles évaporent énormément d'eau, et donc si on ne remplace pas, la terre sera sèche au bout d'un jour ou deux. Donc, Alors, question par rapport à la pollution. J'ai lu sur un site qu'il fallait éviter de cultiver à proximité de voiries fort fréquentées. Est-ce que c'est exact, ça ? Ben oui, c'est pareil pour tout ce qui vit, c'est-à-dire que c'est sûr que l'air y est plus pollué, on parle souvent des particules fines et d'autres types de polluants, donc si on a le choix entre avant-arrière, on va choisir l'arrière. Bien entendu, parce que là... Mais on peut le faire en avant, mais peut-être... Pour vous, il faut l'éviter. Si on est le long d'un boulevard très fréquenté, je pense qu'il vaut mieux y mettre des fleurs, mais je veux dire, les quelques petites récoltes qu'on pourrait y faire, elles risquent d'être polluées, parce qu'il faut savoir que les végétaux absorbent toutes ces particules polluantes. C'est ça, donc on est plutôt en intérieur d'îlot, si on peut le faire, et même si on le fait à l'avant de sa maison, si on lave, ça ne suffit pas, quoi. Je pense qu'il y aura toujours des traces. Maintenant, si on est sur une rue peu fréquentée, allons-y, pourquoi pas. On voit de plus en plus aussi de plantations type des vignes le long des façades, etc. Dans des rues qui sont des petits axes de circulation, je pense qu'on peut vraiment le faire. Vous partagez cet avis, vous Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que sur les grands boulevards, la pollution fait que... c'est plus compliqué de pouvoir cultiver, d'avoir des légumes sains au final. Ouais, et donc même le lavage ne suffit pas, quoi. Ça, c'est pas vraiment... Bon, c'est vrai qu'il y a quand même des restrictions à un certain moment. Hein. Il y a des restrictions. Maintenant, entre la pollution du petit bac qui sera
côté voirie et ce qu'on achète dans le commerce, si c'est pas du bio, je pense que c'est incomparable encore. Donc le débat peut être très très grand à ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux manger ces salades à couper qui ont été cultivées peut-être le long d'une voirie peut-être pas très fréquentée. Elle sera meilleure que celle qu'on va acheter non bio dans un supermarché. Alors je mettrai des réserves, il faudrait analyser, être prudent, peut-être pas les planter les pieds dans les écoulements d'eau sale, Oui, ça, etc. ouais. De toute façon. Et comme on dit, choisir les endroits un peu protégés, mais voilà, on n'est pas non plus... ce qu'on trouve dans le commerce n'est pas dénué de pesticides, bien au contraire. Et donc, la comparaison, je pense, est assez difficile à faire et à mesurer, mais je suis intimement convaincue que ce qu'on fait pousser soi-même, sans ajouter de produits, aura quand même une qualité intéressante. Alors on va passer à une petite dernière séquence si vous le voulez bien maintenant. C'est démonstration pratique par Daniel. Comment sauver un plant de tomate? Donc ici, on va repiquer un plant de tomate, mais qui a malheureusement été un peu abandonné trop longtemps, et donc il est devenu fort grand et dégarni dans le bas. On va du coup le coucher dans la terre et il va pouvoir refaire des racines tout le long de la tige. Donc je vais d'abord le dépoter. Donc, je travaille un peu le pot, je le sors. On voit que les racines sont très compactes, donc je les décompacte un petit peu avant de planter le pot pour que les racines puissent prendre d'autres directions et ne pas simplement tourner autour de la même motte. Après, je vais dégager un espace pour l'installer et je vais vraiment le coucher dans la terre. Et il se redressa de lui-même, donc je ne vais pas forcer maintenant parce qu'il est un peu cassant. Il va se redresser lui-même pour chercher la lumière vers le haut au fil du temps. Et à nouveau, je vais associer avec une plante qui plaît à la tomate, donc ici du persil, que je vais mettre ici à l'avant. Voilà, et on verra dans quelques semaines si vous avez réussi à sauver ce plant de tomate. Ceci dit, c'est vrai que quand on essaye toujours de récupérer ce qui peut l'être. C'est vrai que quand on fait soi-même ces plants, on a du mal à les jeter, et donc on fera tout pour arriver à les sauver, et bien souvent ça marche. Alors question Étienne, est-ce qu'on fait des économies quand on se lance comme ça dans une jardinière de balcon? Pas vraiment, je pense. On ne le fait pas pour ça, je pense qu'on le fait pour le plaisir de cultiver ses propres légumes, les récolter, et par rapport aussi à ce que l'on disait tout à l'heure, la qualité, parce que c'est évident qu'un légume qui est cultivé chez soi avec un bon substrat, bio si possible, sans tourbe, c'est encore mieux, c'est sûr que ça n'est pas comparable avec les légumes de l'agriculture conventionnelle, avec lesquels il n'y a rien à faire. On mange aussi du pesticide. Mmh. Et donc, on pense souvent aux plantes aromatiques, où on irait effectivement cueillir pour mettre dans sa sauce spaghetti. Mais effectivement, si on le fait par calcul économique, on ne s'y retrouve pas forcément. Mais pour les aromatiques, je pense que les jardinières sont quand même super intéressantes, parce que c'est souvent des plus petites plantes, que ce soit du thym, du basilic, un peu de ciboulette, qu'il est facile d'avoir. Plutôt que d'aller chercher une motte dans une grande surface, de l'utiliser une semaine et puis elle dépérit. Et donc c'est vraiment soit de la repiquer en jardinière et d'essayer de la garder toute la saison. Et avec une motte, on fera sa saison. Alors on parle du plaisir du jardinage. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, Alix, comme plaisir, celle de mettre les mains dans la terre, comme on l'a vu dans une de nos séquences? C'est déjà de mettre les mains dans la terre et puis de voir l'évolution de sa plante. Donc on sème des petites graines et de voir ce que ça devient par la suite. On arrive jusqu'à une récolte. Je trouve que c'est assez magique d'avoir ça et puis de pouvoir après par la suite récolter ses propres légumes ou ses propres aromatiques. C'est un vrai plaisir d'avoir suivi vraiment tout ce cycle jusqu'au bout, de s'en être occupé et à la fin de pouvoir récolter et consommer ces plantes. Et pour vous, Étienne, ce plaisir-là, il existe aussi, j'imagine? Oui, c'est un plaisir au quotidien d'être en contact avec la terre, avec la vie, toute la biodiversité d'un jardin ou d'un balcon quand on n'a pas de jardin. Et la possibilité de faire continuer tout ça, parce qu'on parlait des aromatiques, on peut les cultiver jusqu'à la fin de l'été, et on peut, dans un bac, par exemple, un origan peut devenir très grand, on peut le couper en fin d'été, le faire sécher, et continuer à l'utiliser pour les pizzas pendant tout l'hiver. Mmh. Donc
ça n'a que des avantages et c'est vraiment un plaisir au quotidien. Ben merci en tout cas d'être venu partager votre métier, mais aussi votre passion. Je pense parce qu'on s'en est bien rendu compte, c'est aussi une passion que vous nourrissez. Merci d'être venu sur ce plateau. Et puis vous, pourquoi pas, hein, maintenant, lancez-vous. C'est à vous de jouer. J'espère en tout cas qu'on vous en aura donné l'envie. Très bonne soirée à tous. À bientôt.